Heinz Wiesmann, vous êtes par excellence un monsieur qui est entre plusieurs langues, entre l'allemand et le français. Pour vous, le sort de l'humanité, est-ce que ça dépend du plurilinguisme? L'histoire de l'humanité, en tant qu'histoire, commence avec la diversification des langues. Avant, on était dans une espèce de paradis où on nommait les choses, mais c'était un éternel présent, il n'y avait pas d'histoire. L'histoire est liée à la séparation, à la douleur, à la nostalgie, à la recherche de quelque chose de perdu qui devient, bizarrement, une chance. Dans la mesure où on ne ferait rien si on ne l'avait pas perdu. Alors, ce qu'on va retrouver, ce n'est pas ce qu'on a perdu, comme toujours. Ce qu'on va retrouver, grâce à cette insuffisance qu'on ressent, c'est une plénitude qui, au fond, naît uniquement de l'addition et de la confrontation des différences. Tous les écarts, de certaine manière, sont des gains. Et quand je parle de penser entre les langues, je ne veux pas dire qu'on puisse s'installer confortablement entre les langues. Ça, c'est un non-lieu. C'est quelque chose de tout à fait mortifère. Non, penser entre les langues est une activité qui consiste à passer d'une langue à l'autre. Et c'est lors de ce passage, un peu comme un funambule, qui va d'un point fixe à un autre point fixe, mais par-dessus un abîme. Et donc il y a un risque. Et c'est ce mouvement, cette activité-là, qui tisse quelque chose qui va au-delà d'une langue particulière. Et les langues, dans ce cas, s'enrichissent mutuellement. Et c'est même ça l'histoire des langues. Toutes les langues évoluent grâce à des emprunts à d'autres langues. Alors, pour moi, l'exemple le plus beau, c'est quand Dante, en 1303, écrit son petit essai sur l'éloquence populaire, alors des Volgari, Eloquentia, et qu'il dit qu'il ne peut pas faire de poésie avec le latin desséché des docteurs. Il appelle ce latin grammatica. Mais il ne peut pas non plus faire de la poésie avec le dialecte toscan. Parce que dans un dialecte, ce n'est pas le sujet qui parle, c'est la communauté qui a fixé la manière dont les choses se disent. Or, faire de la poésie, c'est de rompre avec ce canon collectif et injecter de l'individuel. Mais il ne pouvait pas le faire ni en latin scolastique, ni dans le dialecte toscan. Et donc il explique que le seul moyen était d'utiliser la grammatica, donc moi je dis grammaticaliser le dialecte. Et l'italien est né comme ça. La Divine Comédie, c'est le dialecte toscan grammaticalisé. Et la grammaire devient une espèce de principe générateur, qui fait que la langue, ensuite, historiquement, s'enrichit constamment de nouvelles trouvailles, légitimées par la manière de faire, par l'architecture. Et quand Luther traduit les évangiles, c'est pareil. C'est-à-dire, il lui parle un dialecte saxon. Et donc il grammaticalise à partir du grec. D'où des phénomènes qu'on n'a qu'en allemand, par exemple la double négation, on l'a importé du grec, ce qui permet la dialectique, que deux affirmations valent deux négations valent une affirmation. C'est un phénomène qu'on a du mal à admettre en français. C'est pour ça que la phénoménologie de l'esprit de Hegel a été traduit plus de 100 ans après, parce qu'on ne voulait pas de ça. C'est dans la langue allemande qu'on a la possibilité. Ensuite, on peut traduire, puisqu'on peut par convention entendre l'allemand en français. Donc ce n'est pas intraduisible. Mais au départ, il y a quelque chose qui est radicalement différent. Alors, en grec ancien, on peut parfaitement produire un sujet négatif qui est ensuite nié par le verbe. Et en français, le ne, c'est juste la négation du verbe. Et quand on dit personne n'est venu, c'est positivement quelqu'un qui n'est pas venu. Et c'est par convention qu'on peut donner à personne le sens de nobody. Mais personne ne veut pas dire nobody, c'est par convention. Et ça, c'est emprunté à une autre langue. Et donc, toutes les langues évoluent comme ça, par frottement, et elles meurent quand elles ne se frottent plus aux autres.